Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page, et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Je rappelle que nous avons entamé une nouvelle série en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Cette première série est consacrée à Emily Summers. Eh bien, me revoici chez Emily Summers. Bonjour Emily. Bienvenue Valérie, bonjour. Alors là, je suis directement montée dans l'hémisphère droit, c'est ça, hein, dans ton hémisphère droit, donc au premier étage. Si vous avez suivi l'épisode précédent, vous comprendrez, ou même l'épisode d'avant, d'ailleurs, je crois qu'on en a parlé. Et je me retrouve donc aujourd'hui avec Émilie pour parler de bijoux. Oui, pour parler de création, effectivement, de bijoux, mais pas n'importe lesquels. Ah ben là, de toute façon, je crois qu'on a compris hein, l'unicité, la singularité, cet équilibre unique. Donc déjà, on va rappeler la marque et puis tu vas nous expliquer ce que tu cherches à faire avec ces bijoux. Oui, alors la marque c'est Or Impact. Alors d'où ça vient Or Impact ? C'est assez cocasse, mais également pendant le confinement, j'ai eu un besoin de me réfugier dans une bulle et j'ai découvert la technique de la cire perdue. Et j'avais décidé, je l'ai dit à mon mari, je lui ai dit je vais créer un truc rien qu'à moi, juste pour créer. Et j'avais une bague que je voulais absolument reproduire parce que j'étais incapable de l'acheter, c'était pas disponible sur le marché, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais la faire moi-même. Et puis j'ai pas fait une bague, j'en ai fait 6, et puis j'ai pas pu m'empêcher d'en faire une marque, et puis j'ai pas pu m'empêcher de la développer, et puis me voilà avec un projet supplémentaire, là où j'avais dit je le fais juste pour moi, promis, je ferai rien d'autre. Ben voilà. Et donc me voilà avec 2 collections pour la marque Or Impact. Voilà. Exceptionnel, encore une belle exception, hein, encore une belle exception très juste, avec des bijoux en or donc. Alors, pas que, mais effectivement, il y a soit de l'argent plaqué, soit la possibilité de créer des bijoux, avec... Je suis sûre que les bougies arrivent bientôt. Pas sûr, non, est-ce que là, il faut s'arrêter ? Non, avec le vieil or de mes clientes qui viennent transformer et recycler, du coup, des bijoux de famille qui sont plus portables parce que plus intéressants esthétiquement, mais que l'on va refondre dans un bijou plus contemporain. On revient à la transformation. Oui, encore. Encore et encore. Recyclage, rénovation, on reprend l'ancien. Je rappelle qu'ici, il y a une jolie table qui vient de ta famille, hein, de tes études. Enfin, tu nous avais décrit ton univers la dernière fois. Et donc, ce ne sont que des objets uniques qui ont une histoire que tu transformes. Oui, c'est hyper important pour moi. Ça revient à une loi du vivant qui est que la vie est un éternel recommencement. Et j'aime bien cette idée de prendre, de refaire, de défaire. C'est comme ça. Je ne sais pas trop l'expliquer. En tout cas, ça fait sens pour moi parce que la résilience, c'est ça en fait. C'est constamment faire à partir de ce que l'on est et continuer à croître. C'est également une deuxième loi du vivant. C'est l'évolution et progresser. Exactement. Alors, est-ce que tu me montres quelques bijoux ? Tu as des boutons de manchette. Oui. Alors, il y a 2 collections. Il y a une première collection qui est la collection Cuff-Lynx, qui reprend des boutons de manchette vintage que je remonte en boucle d'oreille ou en bague. Et ce n'est pas que un bijou, c'est
aussi un message très important pour moi, puisque non seulement on va chercher le passé et on le transforme dans une vie plus contemporaine, et je pense qu'il est important de prendre en compte le passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir, mais également ce sont des boutons de manchette des bijoux qui appartenaient à des hommes. Et donc aujourd'hui, portés par des femmes, ça fait sens parce que je suis très active dans l'émancipation du féminin. Je pourrais bien devenir d'ailleurs féministe, mais je ne peux pas le faire en excluant l'homme. Et donc, porter un bijou avec un bouton de manchette, c'est finalement être dans la progression et dans l'émancipation du féminin, mais en incluant le masculin. Dans une sorte de réconciliation. Dans une sorte de réconciliation, oui, parce que cette exclusion ne me convient pas, c'est pas OK. Et dans la même idée, il y a d'ailleurs des pinces de cravate qui sont repensées en boucle d'oreille. Superbe. Alors, réconciliation, et de toute façon, en chacun de nous, il y a une part féminine et une part masculine. Ça ne se résume pas à masculin-féminin, bien entendu. Tout à fait, oui. Il y a cet équilibre, cette justesse qui se situe entre, effectivement, nos parts internes qui nécessitent d'être en équilibre le plus souvent possible. Et donc, tout ça participe à une danse et une harmonie. Est-ce que tu as des clients masculins, des bijoux pour les hommes ? Alors, j'ai pas de collection pour les hommes, mais j'ai créé déjà 2 bijoux pour des hommes. La First, notamment, celle dont je t'ai parlé quand j'avais décidé de juste aller créer ma bague. Elle a été livrée chez un couple d'hommes qui ont chacun leur bague au doigt. Waouh! Donc ça commence aussi sur une ouverture, on va dire, pour élargir encore ta clientèle. Je crois aussi avoir vu, c'est même pas je crois, j'en suis sûre, puisque je t'ai vu à plusieurs reprises avec des bijoux dépareillés. Oui, alors ça j'aime bien, c'est-à-dire que ce qui est trop lisse et trop classique m'ennuie, et donc ça devient presque rare de porter 2 boucles d'oreilles identiques. Donc j'aime bien créer des associations dépareillées. Je trouve ça plus juste parce que nous sommes un peu dépareillés finalement. Et dans cette même idée, il y a la 2e collection de bagues où j'aime casser les codes du lisse. Et ça, c'est la collection du wabi-sabi, où je viens sculpter dans la masse, je laisse des traces de lime, je suis dans quelque chose d'un peu plus massif, d'un peu plus organique. Et la philosophie du wabi-sabi rejoint le kintsugi, puisque c'est d'apprécier les choses dans leur imperfection, d'apprécier les choses parce qu'elles ont été patinées par le temps et patinées par la vie. Est-ce que l'Orient serait une source d'inspiration chez toi ? Eh bien, pas tant que ça, même si j'y retrouve beaucoup de plaisir visuel quand je tombe sur des créations orientales, mais je n'ai pas de traces spécifiques dans mon inspiration au niveau de l'Orient. On est plutôt dans l'organique, plutôt dans la nature, plutôt dans l'organique. C'est peut-être que l'Orient a une histoire beaucoup plus proche du vivant, justement, et de la nature, une harmonie et une osmose qui ne date pas d'hier, qui, du coup, est un petit peu ce que tu retrouves dans ces arts qui sont ancestraux et qui, sans en être conscient, sans vouloir consciemment utiliser, on va dire, des inspirations orientales, c'est plutôt, comme tu le dis, la nature qui est derrière. Oui, et cette humilité face à la nature, et puis ça c'est la 3e loi du vivant, c'est l'appartenance à un tout, et d'une certaine manière s'inspirer des roches, je suis très inspirée par certaines roses que j'ai pu voir notamment en Islande, qui sont assez cubiques, qui sont tout à fait atypiques, s'en inspirer pour pouvoir après les porter, c'est quelque chose d'important. Et c'est d'autant plus important qu'une femme puisse porter un bijou qui n'est pas conventionnel. Parce qu'en fait, on ne fait pas que acheter ou porter un bijou. En fait, on porte aussi une décision de se manifester au monde différemment avec un bijou. La femme a toujours porté des bagues, ça pouvait être un signe de richesse, un signe d'appartenance sociale. Et puis ici, c'est aussi de signer une appartenance à
en fait, j'ai pas envie d'être classique, j'ai pas envie d'être conventionnelle, j'ai pas envie d'être là où on m'attend, ça me ressemble. Et je pense qu'il y a d'autres femmes qui aiment déclarer quelque chose avec le bijou. Mais dis-moi, on revient un petit peu à nos premiers épisodes, puisque là, on est en train de parler d'identitaire, de communiquer. Puisqu'effectivement, quand tu te montres aux autres avec un bijou, que tu assumes qui tu es, qui te représente et que tu ressens vraiment très en alignement avec toi-même, avec ton essence, tu es en train de communiquer à l'autre ta marque, ton identité, ta juste exception, j'allais le dire. N'est-ce pas? Et ça me fait sourire parce que lorsque j'ai fait le seul en scène sur le thème de l'audace il y a quelques années avant, notamment le confinement, la dernière phrase du spectacle, sans vouloir le spoiler, mais en tout cas la plus grande des audaces et ma plus grande audace en tant que poisson dans un arbre, c'est d'oser être soi-même. Et donc il y a dans le symbole de la bague que l'on porte, c'est effectivement dire que c'est OK de ne pas être là où on est attendu. Bien sûr, le regard de l'autre ne nous importe pas. C'est notre regard sur nous-mêmes et encore faut-il effectivement savoir qui nous sommes. Oui. Première chose. Et ensuite, trouver une symbolique qui permet de l'exprimer. Et c'est ce que tu proposes avec des bijoux. Exactement. Je crois que j'ai compris. Alors, maintenant qu'on sait effectivement un petit peu plus ce que tu as comme produit, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu les commercialises ? Alors, il y a une boutique extraordinaire que je vous invite à visiter, qui se trouve rue Antoine Dansard, qui s'appelle Noge Jewelry, Non-Ordinary Jewelry, qui est... Exception, donc. Voilà, et qui est tenue par une bijoutière aussi d'exception qui s'appelle Aurore, qui est donc à la tête de Noge, choisit des artistes contemporains et donc permet, à travers sa boutique, de mettre en lumière notre travail et donc le vend également. Donc pour nous, c'est une boutique-galerie qui est vraiment très précieuse. Et puis, il y a le bouche à oreille qui est assez utile. Il devrait y avoir Instagram, mais... Bientôt. Parler. Et puis après, il y a aussi un concept que je suis en train de mettre en place, qui est de proposer à une hôte d'inviter 4 femmes d'exception qu'elle juge être d'exception, les recevoir chez elle, et moi j'arrive pendant la soirée et je demande au préalable à chacune de ces femmes d'amener le vieil or qu'elles ont chez elles, je le pèse, je vérifie qu'il s'agit bien d'or et puis en fonction de la quantité qu'elles ont à disposition, on regarde ensemble dans le catalogue quel est le projet qu'elles veulent transformer en bijoux contemporains et puis à partir de là se passe un échange en fait sur de la création. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que chaque commande qui est faite par ces femmes d'exception permet à l'hôte d'avoir une remise, un pourcentage sur sa création à elle. Et donc ce qui permet de faire vivre sur des petites communautés le projet d'Or Impact. Magnifique. Donc, on parle d'un modèle économique sur la base d'une création, sur la base d'une rencontre autour de l'art, autour de la beauté, de l'esthétisme. Félicitations pour cette idée magnifique. Eh bien, écoute, je te remercie maintenant que tout ça puisse se mettre en place avec fluidité. Et puis, j'ai tendance à penser que quand c'est fluide, c'est juste. Alors ça, je souscris aussi. Quand ça ne l'est pas, justement, il vaut mieux arrêter. Par contre, quand c'est fluide, oui, c'est que ça coule de source. Et parfois, quand ce n'est pas juste, il faut pouvoir persévérer, mais dans un sens qui n'est pas trop violent et qui est éthique pour soi-même et qui est, c'est pas éthique le mot, qui est écologique pour soi-même. Et ça, je pense que c'est très très important dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut aussi pouvoir se préserver d'un burn-out, il faut se préserver aussi de l'épuisement. Et donc, être déterminé ne veut pas dire être obsessionnel.
Alors c'est primordial, puisque le principal actif que l'on a, on a parlé du temps, mais c'est d'abord la santé, c'est nous. Donc forcément il faut s'économiser, mais ce que tu dis effectivement nous ramène à la conversation sur le temps, parce que parfois, oui, quand ce n'est pas fluide, c'est parce que c'est peut-être pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que l'idée n'est pas bonne, mais qu'elle s'inscrit dans une somme peut-être de choses qui viennent un peu faire basculer l'équilibre, et qu'il est préférable d'attendre un peu, ce qui ne remet rien en cause, mais simplement le diffère. Exactement, et en tant que multi, le fait d'avoir plusieurs activités me permet, lorsque la temporalité pour un projet n'est pas la bonne temporalité, de ne pas être dans l'impatience, puisque j'ai d'autres chats à fouetter sur d'autres activités. C'est ce qu'on va appeler les temporalités différées, c'est-à-dire qu'il y a des projets moyens, courts, long terme, et chacune en fait permettent d'être active sans être à l'arrêt, et ça c'est très important dans mon fonctionnement et dans ma personnalité. Alors, cette diversité est essentielle, évidemment. Elle fait partie du caractère du multipotentiel. Moi, j'ajouterais une dimension, puisque je parle de bonheur rentable, une dimension aussi de diversification, quelque part, ou de diversité dans les modèles économiques. Parce que certains vont aussi avoir des retours court terme, des retours moyen terme, des retours long terme. Et c'est justement la capacité à pouvoir gérer ces temps différents avec des activités différentes, et donc de trouver un équilibre là-dedans, pourvu que l'on ait initialement défini quel était son objectif personnel en termes de bonheur et de rentabilité, car bien sûr chacun a le sien, qui va permettre bien de trouver ce chemin vers ce bonheur rentable. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de l'aspect financier, mais ça revient à dire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de pouvoir diversifier son portefeuille, étant dans le bonheur que tu illustres, étant dans la rentabilité. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important, et qui peut-être nécessiterait un nouveau podcast sur la gestion financière que tu connais bien, autour des entrepreneurs, parce que c'est essentiel, évidemment, à la santé de ce qui est possible de faire au quotidien. C'est évidemment un sujet qui me tient à cœur. On en reparlera. Pour aujourd'hui, je te propose bien de clôturer, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur ce bel atelier, ou une idée, ou un besoin exprimé. Sinon, bien, je te remercie pour ton accueil, et j'attends avec impatience la suite et les premiers ateliers avec ces hôtes. Et tu me feras signe. Je te ferai signe. Merci beaucoup pour effectivement ton écoute qualitative, et ce fut un plaisir que de partager ces moments-là avec toi ici. Merci. Merci à toi, juste exceptionnel. À bientôt. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.